Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR. On se retrouve aujourd'hui pour tester enfin les nouveaux decks du chapitre 2 Rise of the Floodborn de Lorcana. Aujourd'hui, la decklist qui nous intéresse, c'est les 7 nains. Est-ce que les 7 nains avec Blanche-Neige, c'est un deck qui fonctionne? J'ébroue un deck base Humber et acier, enfin style, pour pouvoir jouer ce rêve bleu et sans cesse renouveler notre main, poser plein de nains sur le terrain, et puis ensuite refaire de la value, repiocher plein de nains pour pouvoir inonder l'adversaire de personnages sur le terrain. J'espère que cette decklist va marcher. C'est la première fois que je la teste, je teste ça en direct. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu. Si jamais la deck tech finalement elle vous plaît pas, vous l'enlevez. Mais au moins vous avez pensé à le mettre au préalable et ça fait plaisir. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné parce que ça nous permet de référencer la chaîne. Et puis ensuite, vous déroulez la description, il y a plein d'infos importantes, notamment le lien de la decklist. Il y aura un lien Dreamborn Inc. que vous pouvez directement implémenter dans Pixelborn. Et ça vous permettra d'aller tester le deck gratuitement. C'est ça qui est important sur Pixelborn. C'est gratuit. Ça fait plaisir, bien évidemment. La decklist que je vais vous présenter, c'est une decklist qui se base sur Snow White. Je l'ai déjà présenté dans la vidéo 8 decks que j'ai envie de tester pour le chapitre 2 de Lorcana. Je vous avais précisé que ce deck là il allait spécifiquement chercher à jouer une Snow White le plus rapidement possible au début de la partie, et donc du coup on va mulligan toutes les cartes de notre main jusqu'à avoir cette Blanche-Neige là, et puis une fois qu'on l'a, eh bien ça va réduire le coût en encre de tous nos nains pour pouvoir les jouer rapidement. À côté de ça, on va reprendre la base Song et la base Stitch parce que ça nous permet de faire beaucoup de value, et puis A Whole New World ainsi que Lanterne, parce que ça nous permet de jouer mécaniquement encore moins cher nos nains, donc du coup de pouvoir vider notre main pour ensuite repiocher une main et ensuite remettre le plus de nains possible tout en générant de la value avec notre Stitch Surfer et notre Stitch Rockstar. J'ai pas vu de decklist Dwarf qui tourne sur internet, je suis étonné que les gens n'essayent pas de build spécifiquement ce deck là. Je pense que ça a le potentiel de faire des choses très puissantes, très agressives. J'ai vraiment hâte de tester ça. On est parti. Ok, on recommence. Donc voilà, on a environ 70% de chance d'avoir Blanche-Neige main de départ. Ça me paraît quand même assez important pour la playabilité du deck. Parfait, on a notre Blanche-Neige. On va pouvoir commencer à s'amuser. Ça m'a l'air très bien. Ah, le Play Concede, il existe dans tous les TCG. Je raffronte le même joueur ou c'est juste encore un joueur qui joue rouge? Non, c'est pas le même joueur. Il jouait pas des mini et je vois pas pourquoi il aurait joué des mini, notre oppo. Peut-être qu'on n'a pas assez de nains pour que Blanche-Neige soit intéressante. Et je m'interroge. Je m'interroge, je ne sais pas. Ok, il joue Améthyste Ruby, mais version agressive. Intéressant. Il doit jouer pas mal d'évasion, j'imagine. Ah, ça va lui faire bobo, ça. Je suis obligé d'ancrer mon nain parce que là j'ai que des cartes non ancrables et je pense que Stitch qui chante Tuons la bête c'est beaucoup plus important, mais il faut que ça survive spécifiquement. Combien de nains? On a 12, 14, 16 nains je crois. 16 sur 60. Parce qu'il y a des nains qui sont trop mauvais pour être joués, notamment Simplet est pas très bon. Prof n'est qu'en 2 exemplaires. Et l'autre nain à 4 n'est qu'en 2 exemplaires aussi. Ce qui fait qu'on joue 12 nains, plus 2, plus 2. Donc 14, 16. Voilà. Ah, attendez un instant, je crois que ma compagne se fait mal.
Non, c'est bon, c'est un truc qui est tombé. Ok, on va pouvoir baisser le coup de ça, l'altérer ici, pour commencer à chanter, j'imagine. Même pas, je crois. Si, on chante. Doit-on chanter? Je crois pas. Je ne crois pas. Ouais, je crois qu'on va juste passer. Lorcana vaut le coup d'être testé totalement, la loutre. C'est un jeu qui est très amusant, qui est très bien designé, qui est un jeu qui est très accessible, très facile de prise en main, mais qui par contre demande quand même un petit peu de compétences pour être maîtrisé à haut niveau, entre guillemets, si tant est qu'il y ait déjà du haut niveau. Mais voilà, c'est vraiment très easy to learn, mais il y a vraiment un côté hard to master qui est intéressant. Ça reprend les mécaniques de Magic, donc t'es pas du tout perdu quand tu viens de Magic, sauf que ça enlève toute la potentielle frustration de la mana. T'as pas à shuffle ton deck, c'est vraiment un jeu qui veut être une porte d'entrée, qui a pas le côté vertigineux que peut avoir Magic chez certains potentiels joueurs. Donc non, il y a quelque chose de très satisfaisant dans l'Orcana. Il y a quelque chose de très satisfaisant, ouais. Un gameplay très amusant en tout cas. C'est pas le gameplay qui rend le jeu vraiment intéressant, c'est le texte sur les cartes. Donc du coup ça donne un espace de design pour Ravensburger qui est très large, en tout cas pour Disney qui est très large. Parce qu'une fois que tu as encadré tes règles, notamment comme Magic, avec des phases, finalement, ça devient un peu plus difficile de continuer à designer des cartes diverses et variées parce que tu es quand même encadré par le fait qu'il y a une phase de combat, une main phase, une phase principale 2 et compagnie. Là, dans l'Orcana, tu designes ton tour un peu comme tu veux et ça rend le jeu très fluide en fait. Salut Smog, comment tu vas? C'est incroyable ce qu'on fait là. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça incroyable, mais moi je le trouve en tout cas. Ok, par contre, la réduction de coût ne fonctionne pas sur le Stitch. Intéressant à savoir. Ok, là on est plutôt bien. On l'a fait, mais pas sur la chaîne Lorcana Mizkaza, on l'a fait sur notre chaîne TV parce qu'on a commencé à produire du contenu Lorcana avant la sortie de Lorcana et donc du coup sur la chaîne multi-TCG où on a expliqué les règles du jeu tout simplement quand elles sont sorties. Mais c'est vrai que sur la nouvelle chaîne Lorcana, on n'a pas expliqué les règles du jeu de base. Par contre, on fait des tutos. PL a fait un tuto sur le Mulligan, sur l'encre. Moi, j'ai fait un tuto sur le lexique. J'ai fait des améliorations de préconstruits. Donc, on fait quand même du contenu vraiment pour un côté initiatique, quoi. Ça, on s'en fout de rendre les nains plus forts. On va juste se gloutonner d'un peu plus de value. Et on va turbo l'or. Ok, propre. Là, quand le deck fait ça, ça fait plaisir.
Exactement, c'est un jeu qui va se complexifier dans le temps. L'avantage, c'est qu'en gros, la première année, et notamment lors des 3 premiers sets, Ravensburger a dit vouloir faire un jeu beaucoup plus familial que ce que peuvent être les autres TCG, pour éviter que notamment les nouveaux joueurs, vu que c'est un public qui est ciblé, qui est plus jeune, familial, où les parents vont jouer avec leurs enfants, ils n'ont pas envie que les nouveaux joueurs aillent, entre guillemets, se faire farmer en boutique, comme ça peut être le cas sur des jeux comme One Piece, DBS, Yu-Gi-Oh!, où finalement les nouveaux joueurs vont faire leur tournoi en boutique, perdent ces tournois-là au profit des grinders qui eux jouent depuis des années et qui gagnent facilement ces tournois-là, ce qui fait que les lots, les promos, les récompenses de tournois vont souvent aux mêmes meilleurs joueurs, ce qui est tout à fait logique et légitime, c'est pas un problème, hein. Mais dès lors que tu veux faire un jeu plus familial, moins compétitif, notamment sur les premières années, ah, je parle et je mouligane pas, je suis le pire, quoi. Et ben ça entraîne le fait que sur ta première année, il n'y a pas de tournoi compétitif pour vraiment mettre l'accent, la part belle à justement le côté casual, friendly. Tu vas faire ton tournoi pour le plaisir de jouer, il n'y a pas de lot à gagner, donc il n'y a pas ce côté les meilleurs vont gagner, les lots et compagnie. Et donc c'est l'ambition de Ravensburger sur les 3 premiers sets. Par contre après, ils vont complexifier leur jeu, ouvrir un circuit compétitif, et donc du coup notamment avancer vers un jeu qui est un peu plus proche de ce qu'on peut connaître avec Magic, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood et compagnie, quoi. Notamment avec la présence, qui pour l'instant n'est pas le cas dans le jeu, d'interaction. Voilà. On va évidemment faire pareil que pour les préco V1, on va aussi faire les améliorations de préco V2 Ogma. J'y travaille très rapidement, t'inquiète pas. Ah, j'ai sacrifié mon mulligan, j'ai le seum, hein. Il y a quand même déjà des joueurs qui jouent leur vie dans les tournois locaux. Bien sûr, mais ils ont rien à gagner à faire ça, Camus. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment que des gens jouent leur vie. Moi, je suis allé faire un tournoi et j'ai joué à Humber Steel Song, qui est le meilleur deck du format. C'est pas que je joue ma vie, c'est que c'est un plaisir pour moi de jouer le deck le plus compétitif possible. Chacun a l'orientation et la manière de consommer le TCG comme il le souhaite. Je ne juge personne. C'est juste que si tu joues ta vie, tu n'as rien à y gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt ça le concept. Tu joues ta vie par envie de jouer ta vie. Ouais, tout est présent sur Pixelborn, Flonigno. Bienvenue à toi. Ok, il joue la version Mime Merlin, sauf qu'il joue les mauvais Merlin. C'est des cartes qui sont pas jouées normalement. Mais à voir, il a peut-être trouvé des failles ou des choses que nous on n'a pas vues. Ah, le fail. Ok, ça arrive. Ouais, je vais l'aurer. Je suis pas sûr qu'il aille le chercher, ici. Je comprends tout à fait Camus. Et voilà, c'était le parti pris de Ravensburger pendant un an et notamment 3 sets. On met l'accent sur le fun, un gameplay très simple et accessible, pas d'interaction. On valorise l'entrée des nouveaux joueurs, notamment des familles et des plus jeunes. Par contre, à partir du 3e set, au bout d'un an, on va commencer à créer un circuit compétitif et notamment complexifier le gameplay. C'est stylé, c'est bien pensé, c'est cool. Moi je deal avec ce qu'est en train de proposer Ravensburger. Je trouve ça assez malin, assez habile. Ça me va qu'il aille taper mon Ariel, j'en ai une autre. Ah, c'est... Alors, Masturbino était en dessous des ratios théoriques, sauf que j'en parlais au début de ce live, mais pas dans cette vidéo-là. De ce que j'ai vu, les ratios ont l'air beaucoup plus disparates que sur le chapitre 1. Je m'explique, sur le chapitre 1, on était censé théoriquement, c'est la tendance, il n'y avait pas de ratio obligatoire ni par boîte ni par case, mais plutôt un ensemble de ratios par booster qui t'offrait une légendaire tous les 5 boosters à peu près, une enchantée toutes les 4 boîtes. Ouais, c'était assez lisse, quoi. Là visiblement les ratios ont l'air d'être très disparates, avec des boîtes à 1 légendaire et des boîtes à 6 légendaires et 2 enchantés, ce qui est totalement ubuesque. C'est un écart qui est abyssal, hein, et je trouve ça vraiment très dommage. J'espère que c'est
Des fois, c'est l'exceptionnalité d'Internet, c'est-à-dire que les gens ne mettent en avant que les choses exceptionnelles et on a tendance à prendre cette exceptionnalité pour la norme, alors que ce sont peut-être juste les gens qui ont eu des boîtes bizarres qui l'ont mis sur Internet, mais que c'est pas la norme. J'espère que justement, c'est pas aussi disparate. Auquel cas, bah, pas bien joué les poulets de chez. Les poulets de chez Ravensburger, là vous êtes foirés quoi. S'il y a vraiment dans la production un écart aussi abyssal de ratio, quand bien même il n'y a rien de garanti, on aime bien que la value soit assez lisse. Ça a été le cas sur le chapitre 1, ils se sont peut-être plantés, au moment de la prod, et bah, à ce compte-là, un communiqué de Ravensburger serait pas inintéressant quoi. Je sais que Flesh and Blood a eu des soucis de production à un moment, notamment sur un set comme Outsider. Ils ont communiqué. Et je trouve que c'est important d'être transparent. Quand bien même tu t'es planté, on te clouera pas sur le piquet pour une erreur. Mais voilà, dire bah, finalement, dans notre production, on a eu des problèmes de ratio, on a des boîtes qui sont très bonnes, des boîtes moins bonnes, on fera mieux pour le chapitre 3. Voilà, je sais pas pour l'instant si c'est exceptionnel ou si c'est à l'air d'être la norme. J'espère que c'est pas la norme. J'espère que c'est pas la norme. Mais donc du coup, quand tu dis une légendaire sur 12 boosters, oui, t'es un peu en dessous des stats, mais visiblement, comme il y a l'air d'avoir des énormes écarts, c'est pas si choquant que ça. Cela dit, avoir la Beast, tu pouvais pas faire mieux, hein. C'est assez exceptionnel. Oui, normalement, Flonigno, on y sera au Pro Tour Amsterdam, il y a de grandes chances. Salut Dacon. Ah, peut-être que tu finiras par accrocher un autre moment, c'est pas très grave. Ouf, ça fait mal ça. Ça fait mal. Une légendaire par starter, bien joué, ça c'est le bon ratio ça. Écoute, je veux pas parler à la place d'Ultimate Guard, c'est Ultimate Guard qui nous défraie pour aller caster les Pro Tours sur place. Si jamais ils renouvellent ce qu'ils ont renouvelé lors de l'année 2023, oui, on devrait aller caster au Pro Tour Amsterdam. Si jamais ils ne renouvellent pas ça, voilà, je peux pas parler pour eux, ça dépend d'eux quoi. Alors, faut qu'on fasse attention quand même à pas se faire défoncer par le pouletto là. Prof, c'est pas une très bonne carte. Ça par contre c'est pas mal. J'espère qu'il a pas un autre. Soyez prête. Je peux pas tourner autour de toutes ces soyez prêtes dans tous les cas. Ouais, c'est difficile, Camus, d'avoir un exemplaire de chaque carte en 3 boîtes. Je pense, je crois que j'ai ouvert 3 boîtes, 2 boîtes plus une boîte sur le premier chapitre aussi. Et j'ai absolument pas eu tout en un exemplaire, hein. C'est assez logique finalement, t'es pas tellement en dehors des stats. Ah, relou. Bon, je vais quand même pouvoir faire mon Stitch, mais un peu relou quand même.
l'idée, ça va être ici d'ancrer ça, de jouer un nain pour que lui puisse l'aurer. Mettre -1 sur ça. 4 de l'or. Moi là j'ai 1 milliard de l'or. Ouais, ok, on continue. On continue, on est en train de gagner la course, pas besoin de gérer son board, c'est à lui de réagir. Moi je suis le genre proactif, c'est moi qui ai le beatdown, hein, c'est comme ça qu'on parle à Magic. Et faut pas se tromper de rôle en fait. Quand tu défends alors que tu devrais être le joueur agressif, c'est là où tu perds les parties, et inversement, quand tu agresses alors que tu devrais défendre. Il faut bien comprendre son rôle dans les games, et c'est pareil à l'Orcana. Là c'est à toi de bouger mon pote. Si, je pense qu'il y a des decks objets, c'est juste que je peux pas brou 10 000 decks, tu vois, forcément, j'ai pas non plus connaissance infinie sur le jeu. J'ai brou les decks qui me parlaient le plus, là où je me sentais le plus à l'aise, et c'est vrai que la mécanique objet était pas la mécanique sur laquelle j'étais le plus à l'aise, mais j'espère pouvoir créer un truc sympa, ouais, prochainement. Ou d'autres le feront, au pire. Waouh, c'est chiant quand même. J'en ai pas croisé en ladder, non. Du tout. Je vide ma main pour pouvoir faire ce rêve bleu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'en full Laurent, il est battu. Hein. Il peut aller trade tout mon board. J'ai la sensation qu'on a le droit de faire ça. Je l'ai changé ça, Dacon. Ça y est, j'ai mis nos chaînes en description des autres chaînes pour que les gens sachent, entre guillemets, qu'il y a plusieurs types de chaînes. Non, j'ai pas vu les leaks Coria Twitch. Et quand bien même, de toute façon, tu connais la politique de la maison. En stream, en live, en public, on commande pas les leaks par bon esprit. Et je t'invite à pas parler de leaks sur le chat, s'il te plaît. C'est des choses que, évidemment, on consomme tous dans le privé, mais les leaks, ça vole l'annonce, notamment des annonces qui sont parfois données à des créateurs de contenu, dont je fais partie. Je fais partie de la sphère créateur de contenu. J'ai des spoilers à présenter sur Magic, et quand il y a des leaks, en fait, ça te vole cet effet de surprise. Donc, voilà, les leaks, c'est bien, on en consomme tous, hein, mais on ne traitera pas des leaks ici. Tu le sais en plus, hein, c'est pareil que sur Magic. C'est une éthique en fait, une éthique que l'on souhaite respecter, qui me paraît plutôt logique. Alors, ce deck là, pour le coup, il était plutôt sympa. La game 2, on en a vraiment fait turbonin, et ce que j'aime bien, c'est que quand le plan turbonin fonctionne pas tellement, ou alors qu'on n'a pas les sorties agressives avec Blanche-Neige, le plan Song midrange, lui, il prend le relais assez facilement, donc ça te donne deux axes d'attaque, un plan très agressif avec la base des nains, et un plan un peu plus midrange, un peu plus grindy avec la base des sons. Je sais pas si c'est la meilleure version de Blanche-Neige nain, mais en tout cas, moi, c'est une version que j'ai trouvé plutôt intéressante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez aux commentaires, à laisser votre meilleur pouce bleu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.